Tu parles du trésor, du capital du maître centenaire. Et il fallait que le dojo soit ouvert aux recherches et au monde. Est-ce que ça n'altère pas le capital d'origine qui doit bien sûr changer, se modifier, il ne peut pas rester intact comme l'enseignement il y a des centaines d'années en Europe qui a bien changé depuis. Il y a plusieurs... c'est une discussion intéressante et qui suscite de vives critiques dans tous les domaines. On peut parler de la lutte entre les anciens et les nouveaux. Ça a traversé la littérature française, ça a traversé beaucoup de choses, les anciens et les nouveaux. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que les anciens étaient nouveaux en leur temps. Or, ce qui les a fait exister, ce qui a constitué cette école-là à un moment donné, c'est une nouveauté. Et si nous, on est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on reprend cette capacité de créer du neuf. S'il n'y avait pas une création de neuf, il n'y aura rien. S'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de poule, autrement dit. Comment dire ça autrement pas en sabre, mais en aïkido. Un de mes maîtres est mort. Quand il était maître d'euro, dans les années 60, quand il est arrivé en France, il a enseigné de la manière directe de son maître. Il avait peu évolué. Il sortait de l'enseignement de son maître. Donc c'était vraiment l'enseignement de son maître. 50 ans après, son enseignement a totalement évolué. Et je l'ai rencontré dans les années 80, il y a à peu près 30-35 ans. 35. Début 80. Quand il a créé une nouvelle discipline. Ce qui était remarquable au début, c'est l'élan qu'il avait. L'élan de création. Toutes les semaines, tous les mois, il changeait la technique, changeait un détail, changeait ceci, changeait cela. C'était une effervescence, un bouillonnement. C'est très intéressant à observer. Un vrai bouillonnement. Et à la fin, il est arrivé à autre chose. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que j'ai créé une école, le Ringenkai Aikido, pour reprendre cela, mais en gardant les formes finales, mais en préservant le souffle initial de bouillonnement. Or, si on n'installe pas un chamboulement dans un enseignement, on ne respecte pas ce qui est arrivé au début de cet enseignement-là. Le début d'un enseignement, c'est un bouillonnement. Quelqu'un a un jour fait des mathématiques, comme nous l'entendons. Pas des mathématiques symboliques, avec la numérologie, etc. Ça a coexisté pendant des années, mais quelqu'un un jour a sorti les mathématiques du symbolisme et en a constitué une science à part. Et ça, c'était une rupture totale. Alors aujourd'hui, on va dire les mathématiques sont comme ceci, c'est établi. Mais au début, non, c'était une lutte. À un moment donné, Alexandre le Grand a attaqué sur la gauche. Ça ne se faisait jamais. C'était le côté néfaste, la sénestre, sinistre. Et il a renversé. Mais en faisant cela, il est rentré non plus dans un espace des dieux, où les dieux intervenaient, un espace symbolique, etc. Il a été quand même formé par Aristote, donc il connaissait les mathématiques. Il est rentré dans un espace géométrique, égal, la gauche vaut la droite dans l'espace, le haut vaut le bas, dans un espace mathématique. Donc, ça lui a permis de renverser les usages. Et il y a toujours cela à la base. Pour qu'un enseignement commence, il faut qu'il y ait rupture.
mais continuité aussi, bien sûr. Donc c'est très étonnant, mais si on prend l'enseignement d'un maître sans le chamboulement, l'effervescence de la création initiale, on ne respecte pas ce souffle qu'il a animé et qui a fait qu'à la fin il a ordonné sa recherche. Mais qu'est-ce qu'il a vu au départ? C'est pour ça que Rahula Volpola, un maître sri-lankais, il dit très bien l'enseignement, mais quelle est la vision de départ? Qu'est-ce qu'on voit? Après, on organise cela, mais déjà, on altère. L'enseignement, on parle d'un cours. Ça, c'est Charles Malamud qui en parle, ça. On parle d'un cours. Or, un cours, le mot le dit, ça accourt. Il y a un déroulé d'une leçon. Quelle est la différence entre l'élève et le maître? C'est que le maître, lui, il voit instantanément l'intégralité de la leçon. Chaque partie, il peut l'ordonnancer autrement. Comme un écrivain qui voit toute l'histoire, mais qui pour le lecteur va dérouler, ou pour l'auditeur va dérouler. Mais l'auditeur que je suis peut voir l'intégralité alors que vous êtes soumis à un déroulé, comme en musique. Et donc, si vous respectez tellement le déroulé et que vous n'arrivez pas à un moment donné à la vision, et la vision de départ, qui est un chamboulement non ordonné, un paysage nouveau, alors vous ne respectez pas l'enseignant de départ. Je ne sais pas si j'ai été clair. Mais au départ, quelqu'un perçoit une histoire de roman. Il perçoit tout. Voilà. Et après, il va mettre l'ordre. Et quelqu'un va dire, vous n'avez pas le droit de changer l'ordre. Très bien. Mais est-ce que ça ne nous aide pas à mieux comprendre l'histoire? D'où aujourd'hui, on a des flashbacks. Imaginez, les flashbacks n'ont pas toujours existé. Ça a été une création romanesque ou cinématographique, je ne sais pas. Mais imaginez, aujourd'hui, on peut se permettre des flashbacks, alors qu'à une époque, c'était pas possible. Il y a un film qui vient de sortir, on dit, c'est la vie d'une même femme, avec 4 personnages, du personnage le plus âgé vers son enfance. Une histoire à rebrousse-poil. C'est un changement, c'est un bouleversement. C'est à la rigueur inacceptable, pour certains. Vous partez des effets vers la cause. Voilà. Enfin, excusez-moi, hein. Mais c'est un débat, c'est une très bonne question, et c'est un débat important. Et par exemple, ce que je fais peut être appelé comme une trahison. Parce que le maître est parti d'un point, il est allé vers un autre. Et il a essayé de quitter le point de départ. Mais moi, je veux y revenir et le remettre, ce point de départ, à côté du point final pour créer une cohésion. Mais lui, il a dit non, c'est là qu'il faut aller. Oui, moi, je veux bien aller là. Je l'écoute, le maître. Mais je veux aussi le point de départ. Parce qu'il manque quelque chose, sinon. L'élan initial. Et c'est un vrai problème. Les gens vont dire, tu ne respectes pas le fruit final. Oui, mais je respecte le jeune maître aussi. Parce qu'il était tout aussi digne de considération. Pas que le vieux. Et c'est pour ça que j'ai créé cette école. Et c'est pour ça que je l'ai appelée Rin-Gen-Kai. Ce qui veut dire Rin, la roue, Gen, l'œil. Kai, l'école. Or, la roue, c'est le symbole en Inde, c'est pour ça que ça fait partie du drapeau indien, c'est le symbole de l'enseignement. Chaque partie a sa place et ça doit rouler, ça doit se mettre en mouvement, ce n'est pas figé. Ce que tu disais, il faut que ça avance. Mais en même temps, ça avance en restant égal. Une roue ne change pas parce qu'elle roule. La forme, elle reste la même, c'est pas un carré. C'est une forme parfaite pour ça. Et vous ne pouvez pas avoir une partie qui est plus importante qu'une autre. C'est équidistant du centre. Mais il faut l'œil. Parce que sinon la roue devient un obstacle à ceux qui... Parce qu'un enseignement nous amène à comprendre quelque chose, finalement. Quand vous refermez votre livre, vous avez enfin compris. Parfois vous ne comprenez qu'à la fin, à la dernière phrase. Par exemple, un livre parfait pour cet exemple-là, c'est La planète des singes.
je ne vais pas vous le dire, mais ceux qui l'ont lu comprennent que c'est à la fin, on a un vrai choc. Et Raoula Walpola disait, très bien, le Bouddha, il a vu quelque chose, et ensuite il a voulu que ce soit accessible. Donc il a déroulé. C'est pour ça que dans le bouddhisme, il y a tant d'enseignements différents, et pourtant ils se reconnaissent tous identiques dans la vision. C'est qu'il faut voir. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter parfois à trahir la forme pour atteindre le fond. Il y a des gens, ils sont que dans la forme. Mais pourtant, la forme transmet quelque chose. C'est pour ça que certains disent, le bouddhisme, au Japon, c'est zazen, c'est la partie, l'assise. Mais zazen, c'est juste une posture de méditation. On peut méditer couché, ça existe. On peut méditer debout et on peut méditer en marchant. Je crois que le plus dur, c'est méditer en couchant. Parce que essayez d'être allongé longtemps sans fermer l'œil. Assis, vous devinez, vous tombez. Debout, pareil, marcher, mais couché, c'est très très difficile. Et dans le bouddhisme ancien Theravada en Birmanie, je crois qu'on passe 3 jours à marcher, 3 jours couché. On essaye sur 3 jours pour comprendre la forme qu'il nous faut. Donc, quand on vous dit le bouddhisme, c'est zazen, c'est une manière de s'exprimer. Ce n'est pas forcément une réalité.